retour de l'FC pour la troisième et dernière partie. Je vous rappelle la question. Justement, que pensez-vous de la décision de Nabil Fekir de choisir l'équipe de France au lieu de celle de l'Algérie? Vos réponses sur nos réseaux sociaux, mais aussi fc@africa24tv.com. Place au football maintenant international et qui sera consacré exclusivement à Bernard Lama. Ce sera juste après ce jingle. Alors, comme je vous le disais, eh bien, nous arrivons à la session consacrée au football international et avec nous, justement, une ancienne vedette de l'équipe de France qui consacre une partie de sa vie à l'Afrique aujourd'hui et d'Ambars en particulier. Il s'agit de Bernard Lama. Bernard, bonsoir. Bonsoir. Alors Bernard, nous allons vous interroger sur plusieurs thèmes ce soir ou cet après-midi. Tout dépend à quel moment bien nos téléspectateurs vont regarder cette émission. Et la première question concerne l'équipe de France et l'épopée de 1998. Alors, 633 matchs tout d'abord chez les pros, en club, Lille, Brest, Lens, Paris Saint-Germain, West Ham, Rennes et 44 sélections en équipe de France. Alors Bernard, qui a été couronné justement par un titre de championne du monde, l'équipe de France bien sûr, et contre le Brésil où vous avez toujours voulu jouer justement. Où j'ai toujours rêvé de jouer effectivement et où je n'ai jamais joué, mais bon, j'ai une culture footballistique qui est très influencée par ce que j'ai pu voir au Brésil quand j'étais jeune, en y allant en vacances. Donc tout ça a été un petit peu normal. Tout le monde sait que j'ai une relation très particulière avec ce pays qui est voisin de la Guyane et dont je parle la langue. Donc, mais bon, voilà, c'est la vie aussi et je suis pas mécontent de la carrière que j'ai pu faire, même sans jouer au Brésil. Oui, alors Bernard, le Paris Saint-Germain maintenant, 10 matchs en Coupe de l'UEFA, Paris Saint-Germain, avec le Paris Saint-Germain, pardon, de 1992 à 1993, d'autres matchs, par exemple, en Coupe des Coupes, il y a eu aussi des matchs en Coupe des Champions, et puis en Super Coupe également, et puis un titre de champion d'Europe en 2000. Alors, c'est le club qui vous a le plus marqué, vous avez passé de meilleurs moments, justement? C'est le club où j'ai gagné tous mes titres, c'est-à-dire que quand on est professionnel, on joue d'abord pour gagner des titres et à Paris nous avons eu une épopée extraordinaire sur 5 années et donc effectivement c'est l'un des deux clubs qui m'a marqué le plus. Le deuxième c'est le LOSC, c'est Lille. C'est là où j'ai commencé ma carrière et dans les deux clubs, je suis resté 8 ans sous contrat. Les deux clubs ont encadré ma carrière en fait et j'ai démarré à Lille et à Paris, j'y ai presque fini ma carrière. Donc ces deux clubs-là, oui, ils représentent énormément pour moi. Et l'arrivée des Qataris, justement, Bernard, est-ce que vous avez l'impression aussi que ça a changé, ça a boosté quelque chose dans le championnat et ça a changé l'image aussi du Paris Saint-Germain? Je ne sais pas si ça a changé l'image du Paris Saint-Germain. Je pense que justement, si les Qataris ont insisté parce que je vous rappelle qu'ils sont revenus à la charge. Une première fois, leur projet avait été retoqué. Ils sont revenus à la charge. C'est d'abord parce qu'il y a Paris. Au-delà du football, c'est que Paris, c'est l'une des plus belles villes, sinon la plus belle ville au monde, l'une des plus belles capitales, et donc ça a un attrait. Ensuite, oui, ça change complètement le paysage du football français, parce qu'il y a des investissements à hauteur de ce qui se fait aujourd'hui en Angleterre, en Espagne ou en Allemagne, et aujourd'hui, le paysage économique français ne permet pas trop cela. Donc, c'est une bonne chose pour le football français, puisque les stades sont pleins quand le Paris Saint-Germain se déplace. Les spectateurs veulent voir les joueurs du PSG. Je pense que ce sera encore plus profitable le jour où le PSG rachètera des joueurs de clubs français. Charge à eux d'élever leur niveau. Mais je pense que c'est une belle locomotive économique déjà. Je pense que Lyon va revenir aussi avec son grand stade, donc va au fur et à mesure retrouver des moyens lui permettant de recruter à l'extérieur. Donc je pense que ouais, le football français a de la chance d'avoir un investisseur comme ça dans ses rangs. Oui, alors Diambars maintenant, Bernard, c'est une histoire qui date de 2003 avec Jimmy Adjuviboko, Patrick Vieira et CR Sec à Saly au Sénégal. Vous êtes toujours très très attaché? Je suis plus qu'attaché, c'est-à-dire que puis c'est pas une histoire qui a commencé en 2003, c'est une histoire qui a commencé quand avec Jimmy Adjuviboko, on s'est rencontrés tout jeune, à 18 ans, et on s'est retrouvés 10 ans plus tard dans le même club à Lens. Et cette aventure-là a commencé
à prendre forme à ce moment-là. Nous réfléchissions à l'après-carrière et ça a donné ce projet qui aujourd'hui est plus qu'un projet. Jambars aujourd'hui, je pense, est un bon exemple de ce que l'on peut faire sur le continent africain en matière de formation, en matière d'encadrement des jeunes et en matière économique aussi, puisque aujourd'hui il y a une centaine de stagiaires à Jambars, il y a 2 équipes professionnelles, donc 84 employés, donc ça veut dire qu'il y a toute une économie qui s'est mise autour de ce projet et qui draine derrière et qui fait vivre beaucoup de monde. Donc je pense que voilà, je crois qu'on devrait de plus en plus développer ce genre de structure autour du football, mais autour d'autres sports aussi, pour permettre aux jeunes du continent d'accéder, d'avoir une chance de pouvoir accéder à leurs rêves. On ne peut pas exporter, comme le fait l'Afrique, autant de joueurs et ne pas en voir les résultats localement. Je pense que s'il y a un écart au niveau de l'économie, on peut le combler. C'est-à-dire que l'Afrique a la matière première, que ce soit l'or ou le pétrole ou autre chose. Et puis l'Afrique a les hommes aussi. Et je crois qu'il faut s'en occuper. L'idée de Jambars, elle est là. Oui, alors il y a aussi maintenant Aliou Cissé qui a été nommé sélectionneur du Sénégal. C'est quelqu'un que vous avez dû connaître aussi au Paris Saint-Germain, Aliou Cissé. Ah oui, c'est un de mes petits, comme on dit. Je suis très heureux pour lui, je le félicite. C'est un garçon qui a beaucoup de mérite, qui a beaucoup de courage, parce que il est entraîneur national depuis plusieurs années, pratiquement sans être payé. Donc j'espère que cette fois-ci, la fédération respectera ses engagements amener de lui. Et donc c'est un espoir pour le football sénégalais. J'espère que tout le pays se mettra derrière lui pour l'aider à amener cette équipe vers le plus haut niveau. Mais je suis très très content pour lui parce que c'est un garçon très méritant et qui a travaillé. C'est un bon exemple, justement. C'est pas forcément quelqu'un qui avait un talent extraordinaire au niveau technique, mais c'est un garçon dont le talent, c'était le travail, c'était la capacité de travail et de s'adapter aux situations. Et je pense qu'il va le faire encore là avec la sélection du Sénégal. Oui, alors Bernard, avant de parler bien sûr de la Guyane, votre pays de cœur, nous allons justement évoquer la victoire de la Côte d'Ivoire à la CAN 2015. 2015, c'est bien ça. Alors, Bernard, un hommage aussi à Yaya Touré, toute la bande, toute cette génération, mais il y a aussi quelqu'un peut-être qui vous a marqué, c'est Kopa Barry, qui prend sa retraite, le gardien. Oui, alors déjà, je pense que cette génération de la Côte d'Ivoire avait besoin de gagner un titre pour pouvoir valider un petit peu son parcours, puisqu'ils ont joué 2 Coupes du Monde et fait plusieurs CAN. Donc bravo à eux, bravo à Hervé Renard, leur entraîneur, qui démontre qu'il peut gagner avec plusieurs équipes. Et surtout en Afrique, c'est pas évident. Donc c'est bien pour le football ivoirien. Je pense que ça va redonner une dynamique. Ensuite, Kopa Barry, pour tout vous dire, c'est mon petit aussi. Il était au centre de formation à Rennes quand j'y étais. Donc je l'avais fait venir avec nous, avec les pros, pour qu'il s'entraîne avec nous. Et donc j'avais commencé à le faire travailler. On est resté très très longtemps en contact, même si ces dernières années, effectivement, j'ai un peu perdu le contact avec lui, mais j'ai toujours suivi ce qu'il faisait. Et oui, je suis content pour lui, parce qu'à la base, c'est pas un gardien de but, ce garçon. Il était à l'Académie Guillou et il n'avait pas de gardien et c'est lui qui a occupé le poste. Donc qu'il ait d'une part arrêté des pénaltys et qu'il en ait marqué, j'en suis très heureux pour lui et c'est bien, c'est un garçon qui a fait une belle carrière en définitive et j'en suis très très heureux pour lui. Alors Bernard, maintenant, il y a la sélection de la Guyane et la Coupe de la Caraïbe. La Guyane, justement, département français, il faut le rappeler à nos téléspectateurs, sur le continent, qui sera face au Honduras en ce mois de mars, justement, pour une qualification à la Gold Cup, phase finale qui aura lieu aux États-Unis. Alors, vous êtes devenu le manager général des Yana Doko. Avec quel joueur? Yana Doko. Yana Doko. Avec il y a 2 accents circonflexes sur les O. Merci Bernard pour cette précision. Alors, avec quel joueur comptez-vous justement gagner et vous qualifier? Est-ce que Malouda sera appelé, d'autres pros?
Alors déjà, je voudrais préciser que je suis effectivement le manager général des sélections de la Guyane. Je suis avant tout vice-président de la Ligue de football de la Guyane. Et avec l'idée de développer, bien évidemment, chez moi. Ça passe par le terrain aussi, ça passe par la mise en place d'infrastructures. Donc nous essayons de mettre en place un centre technique avec une vision à 2030, donc avec un centre de formation, enfin faire un Jambars en Guyane, en fait, avec la Ligue de football. Je rappelle que la Martinique, comme la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin aussi, sont devenus des membres à part entière de la CONCACAF, et que la prochaine étape pour nous, c'est d'être adhérent de la FIFA. Donc c'est dans ce sens-là que j'œuvre, parce que si on veut développer le football chez nous, il faut pouvoir faire en sorte que les milliards du football redescendent un petit peu chez nous. Donc il faut faire de la formation, développer des infrastructures, donc c'est ce que j'essaie de faire. Et puis effectivement avec cette sélection, les Yana Doko, alors Doko, les Doko, comme on dit chez nous en Guyane, un Doko c'est un mec qui est costaud, c'est quelqu'un qui amène les autres derrière lui. Et on a un parcours là je crois de 12 matchs qu'on vient de réaliser pour arriver à ces matchs de barrage contre le Honduras, en ayant joué contre Cuba, contre Haïti, contre Trinidad, contre plusieurs nations de la Caraïbe, et on s'est plutôt bien débrouillé. Nous sommes classés aujourd'hui 5e nation de la Caraïbe, donc c'est un pas gigantesque pour nous. Là, l'idée, effectivement, c'est, voilà, on joue le Honduras qui était face à l'équipe de France au dernier mondial, donc c'est un niveau au-dessus. Il va nous falloir élever notre niveau. Pour ça aussi, on a besoin de récupérer des garçons qui jouent dans les championnats professionnels. Notre équipe, en général, est basée à moitié-moitié entre les joueurs évoluant à l'extérieur et ceux évoluant localement. Je pense que cette fois-ci, il y aura une majorité de joueurs venant de l'extérieur. Florent Amalouda n'en fera pas partie. Mais d'autres garçons, certainement, comme Sloan Privard, Roy Contou, Donovan Léon, par exemple, des garçons qui jouent en Ligue 1 ou en Ligue 2. On devrait avoir une équipe. Je pense qu'on aura la meilleure sélection que la Guyane ait jamais eue. Bon, il m'est difficile aujourd'hui de dire exactement qui on aura, puisque je suis en train de faire justement les démarches auprès des présidents de club. On essaie de récupérer Simon Fallette aussi de Brest, qui est dont le papa est guyanais et de ma génération. Donc voilà, je pense qu'on aura une belle équipe. Après, il faut être capable de faire 2 matchs, 2 très grands matchs. Il faudra être capable de se sublimer, parce que ce sont des matchs que l'équipe de Guyane n'a jamais joué. Oui. Alors, bien entendu, Bernard, c'est le fils d'Albert. Hein. Le fils d'Albert Fallette, oui, qui était entraîneur à Tours. Qui était entraîneur à Tours, qui est à Beauvais aujourd'hui, qui était mon coéquipier en équipe de Guyane, cadet, junior. Donc on a un parcours commun, et il y a son fils aujourd'hui qui souhaite rejoindre cette sélection, et donc on va essayer de le faire venir. Oui, Bernard, avant de voir le championnat, justement, le classement, nous allons justement parler de ce football guyanais. Alors, à quel niveau le situez-vous avant de voir le classement, justement, actuel? Notre niveau, il y a un paradoxe avec la Guyane, où notre parc d'infrastructures n'a pas suivi l'évolution de la population. Nous avons une population extrêmement jeune. Tout ça n'a pas été anticipé. Donc pas suffisamment de formation sur les 10-15 dernières années, pas suffisamment de formation, pas suffisamment de terrain pour évoluer, pas suffisamment de bons terrains. Parce que la majorité des terrains que nous avions jusqu'à maintenant n'étaient pas bons du tout. Donc un niveau qui a régressé, qui a baissé. Malgré la politique de la base avancée avant le mondial. Attendez. Là, je vais vous faire un petit historique là, sur les 15 dernières années. Donc ce qui fait qu'on a sorti très peu de joueurs de haut niveau, parce que pas assez de formation, pas assez de bons terrains, pas assez de contact avec l'extérieur, et un niveau qui a baissé. Et qu'on est avec l'équipe du président Bafo aujourd'hui à la Ligue, on a repensé un petit peu, pas un petit peu, on a complètement repensé les choses, et les résultats commencent à arriver aujourd'hui, parce que bon, ça va faire 3 ans qu'on est là. On a recruté du monde au niveau des techniciens, au niveau de la Ligue.
Il y a un travail maintenant qui se fait, un travail de terrain, d'observation de ce qui se passe dans les clubs qui se fait, qui se faisait pas avant. Beaucoup plus de regroupement au niveau des sélections à partir de 13 ans. Donc les résultats évoluent. Là maintenant, quand on joue contre la Martinique, la Guadeloupe, plus tout à fait la même chose. On va chez eux les battre avec nos jeunes. Donc l'idée, c'est aussi de créer ce centre de formation chez nous, de ce centre de ligue, avec un centre de formation nous permettant d'avoir nos jeunes toute la semaine. Et à partir de là, avec l'évolution morphologique qu'il y a eu en Guyane, je vous promets que dans 10 ans, on va sortir énormément de joueurs. Nous avons déjà énormément de sportifs au haut niveau. Regardez aujourd'hui, dans le contingent de basketteurs NBA français qu'il y a aujourd'hui, on en a 2. Nous avons des athlètes, des nageurs, des judokas, des karatékas, des gymnastes. Et sachant que notre population double, notre population augmente, qu'elle est extrêmement jeune, donc je crois que si on fait bien les choses, et ce qu'on va essayer de faire, dans 10 ans, on entendra parler des Guyanais au très haut niveau. Tout à fait. Donc voilà, et bon, j'espère qu'Africa 24 viendra faire un reportage sur tout ce qui se passe chez nous, parce que le 25 mars, nous jouons contre le Honduras, et en même temps, il y aura le raid du NSS, avec 300 équipes venant de la métropole, et en même temps nous avons un départ de fusée, quoi. Donc il y aura pas mal de choses à couvrir, donc vous êtes le bienvenu, José. Tout à fait, et puis puisque vous avez parlé de basketteurs qui évoluent à NBA, il y a Kevin Séraphin, puis il y a le jeune Livio aussi, qui compte partir là-bas, et puis il y a Mehdi Metela. Livio Jean-Charles, qui a été drafté par San Antonio, qui a été blessé juste après, donc qui va certainement, j'espère pour lui, y arriver. Mais on a un autre jeune à Milwaukee, Inglis. Donc on a un troisième qui va arriver, il y a d'autres garçons derrière. Donc voilà, il y a un potentiel énorme en Guyane, quoi, et c'est ce que j'essaie de faire ressortir. Et puis il y a Mehdi Metela aussi, qui vient de briller en France, à Marseille, précisément le week-end dernier. Alors, Bernard, pour terminer, nous allons voir le classement de ce championnat guyanais de division honneur avec le CSCC, club de la capitale, qui est leader, devant Maturi, Cosma est troisième et Kourou FC, quatrième. Bernard, juste une dernière question. Kourou FC n'a pas pu bénéficier de la manne financière du CNES Alors, non, il faut comprendre que, justement, à Kourou, il y a 3 clubs. Ouais. Donc le club historique, c'est le Geldar de Kourou, qui a bénéficié de toute cette manne financière dans les années 90 notamment. Donc qui a gagné beaucoup de championnats, qui a gagné beaucoup de finales locales de la Coupe de France. Alors pour nos téléspectateurs, Kourou, c'est où se lancent les fusées, hein? La fusée Ariane, les fusées Soyouz, les fusées Vega. Nous avons 3 types de fusées. On fait énormément de choses en Guyane. Donc il y a 3 clubs à Kourou, c'est un peu plus difficile d'aider tous les clubs, mais néanmoins entre Kourou, Saint-Laurent et Rémière-Montjoly-Matoury, on a les 3 pôles où il y a énormément de clubs, où ça se développe beaucoup. On m'avait posé la question sur la base avancée. Nous venons d'investir 35 millions sur les équipements sportifs. Il y a un 3e terrain synthétique là, qui vient d'être livré. Il y en a 2 qui sont en construction. Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense que d'ici 10 ans, on aura comblé un certain retard. Et j'espère qu'on sera rentré à la FIFA dans 10 ans et qu'on pourra faire valoir notre voix au niveau international. Voilà, bien, Bernard, merci d'avoir fait le détour sur le plateau d'Africa 24, où l'Afrique vous regarde un peu partout, et on vous regarde aussi un peu partout dans le monde, parce qu'Africa 24 est vu au-delà, justement, du continent africain. Bonne continuation, Bernard, et puis vous revenez quand vous voulez, bien sûr. Merci. Voilà, c'est la fin, justement, de l'AFC. Merci à tous ceux qui y ont participé. Dans quelques instants, une nouvelle édition d'Info sur Africa 24. Merci beaucoup pour votre fidélité, et à lundi prochain. Salut.